J'ai deux questions. J'en pose la première, M. Moukhaled, au sujet de la Présentez-vous, vous présentez s'il vous plaît. Bernard Cornu, 15 ans au Moyen-Orient, ingénieur politicien. Vous avez cité une proposition chinoise de faire un chemin de fer au Liban. La France en avait fait un, c'est-à-dire au début du siècle, de tir jusqu'à Tripoli, avec Rome, ses prolongements, comme on disait à l'époque. Et dans les années 93-94, la France a financé une très grosse étude pour transformer cette voie, qui était encore vaguement préservée, sauf à quelques endroits, en une sorte de réseau express régional entre le sud du Liban et le nord du Liban. Moi-même, j'avais dit qu'il y avait à peu près 20 stations. Les études, c'était 1 mètre par 1 mètre et 1 mètre de hauteur. Il y avait 1 mètre cube d'études, hein, de tous les plans détaillés, etc., tous les détails. Moi-même, j'avais proposé en plus de faire des téléphériques à partir de chaque station de ce RER libanais pour aller dans la montagne à 400 mètres. Et à la limite, avec ça, on pouvait se passer de voiture au Liban. Quand vous savez que l'autoroute du Nord-Liban, il faut 3 heures pour faire 30 km à peu près, et il y a 14 fils de voitures. En fait, j'aimerais savoir comment les Chinois espèrent passer les barrages des difficultés politiques, communautaires, etc. au Liban, pour faire passer un tel projet d'intérêt économique, environnemental et tout pour le Liban. Parce que les Français, ils ont fait une très grosse étude, il ne s'est rien passé après. Voilà. Et depuis, la voie est beaucoup plus gentille. Il y a 3 propositions maintenant. Il y a une proposition espagnole, une proposition française et une proposition chinoise. Premièrement, les Chinois peuvent maintenant financer les choses au Liban parce que le Liban, comme est un default, chaque société qui veut entrer a besoin de garantie souveraine. On ne peut pas donner une garantie souveraine parce qu'on a besoin d'un programme avec l'OMF. C'est pour cela que les Russes et les Chinois sont les seuls qui acceptent la garantie de l'État libanais sans le programme avec l'OMF. Et c'est une chose très importante pour eux. La deuxième chose, pour les Français, ils ont proposé de faire les voies de sud à nord, seulement sur la côte libanaise. Oui. Et l'Espagnol, la même chose. Pour la Chine, elle a accepté de faire à peu près 800 km de voies. Donc on relie tout le pays et on relie de 3 côtés avec les frontières syriennes. C'est pour cela que c'est un grand projet et ils ont donné une proposition, un EPS plus F de finance. C'est à peu près pour 30 ans avec 1,5% comme intérêt, avec un délai de permission de 7 ans. Jusqu'à maintenant, le problème, c'est un problème intérieur libanais à travers les forces politiques. Mais je crois qu'à la fin, il faut que le projet le plus bénéfique qui marche. Attendez, est-ce que les Chinois, normalement, quand ils accordent des prêts, en cas de défaut de paiement, ils se saisissent des actifs, comme ils l'ont fait, le port étant de Mombasa. Est-ce que vous connaissez le contenu réel? Moi, j'ai toujours appris que les Chinois ne révèlent pas les conditions de leurs prêts. Voilà pourquoi ils ne sont pas membres du club de Paris, et que, on a vu avec Djibouti ça, ils accordent des prêts effectivement très avantageux, mais regardez la montée des routes, si vous ne payez pas, ils vous saisissent le chemin de fer, et puis ils saisissent évidemment le prix des entrées et se remboursent là-dessus. Est-ce qu'honnêtement, vous connaissez toutes les conditions de ce prêt? Ou c'est toujours en discussion, et ça m'étonne que ça soit vraiment ouvert, ou alors ça serait vraiment une première. Je travaille dans ce domaine il y en a à peu près 18 ans, et je connais très bien les mesures chinoises et autre chose. Premièrement, les Chinois font l'approche pour le Liban comme un port pour la Syrie, pour l'Irak. C'est pour cela que c'est une chose comme géopolitique, il y a autre chose. La deuxième chose, il y a 3 ans à peu près, on a signé un MOU avec une grande société chinoise pour effectuer ces choses. Et quand on fait le voie, le port de Beyrouth a besoin, à travers cette voie et à travers un tunnel, à peu près 37 minutes, tous les transports du port de Beyrouth
jusqu'à la frontière syrienne. Donc c'est une chose énorme, même pour le revenu d'argent. C'est pour cela, c'est pas un problème. Et c'est un projet, donc plusieurs projets que la Chine a. Merci beaucoup. La distance entre Attendez, et les frontières en Syrie. Il y a des questions. Merci. Allez-y, madame. Merci, Monsieur le Président. Je suis Abdel Daguerre, franco-libanaise, psychologue et militante des droits de l'homme. Deux questions. Monsieur Bouchard, ne pensez-vous pas que peut-être il faut être un peu plus réaliste? Si j'ai bien compris, vous parlez du chaos et il y a un amalgame lorsqu'on met le Hezbollah parmi les autres islamistes qui ont sévi dans nos pays ces dernières années. Si c'est ça votre propos, je crois qu'il faut peut-être avoir le pied sur terre et être un peu plus réaliste. La France a beaucoup fait du mal, comme l'Europe, comme les États-Unis, parce que bon, on a suivi cette politique états-unienne. Et je crois que pour vos intérêts, pour les intérêts de la France, je crois qu'il faut que ça change. Surtout qu'il y a maintenant des nouveaux pays qui vont avoir la danse aussi. Ils vont avoir un rôle dans notre région. Et moi, pour ce pays dans lequel j'ai vécu depuis très longtemps, je crois qu'il y a intérêt à peut-être commencer à voir sa politique d'entendre. Pour Monsieur Moukhaled, je voudrais, en tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites par vous, Monsieur, mais bon, il n'y a pas beaucoup de temps, donc j'essaie de faire vite. Monsieur Moukhaled, bienvenue ici. Je vous ai suivi depuis longtemps de ce que vous avez fait pour le Liban et je vous remercie en tant que Libanaise. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, vous allez avoir de beaux jours devant vous, parce que avec les changements actuels, surtout avec ce qui se passe en Ukraine, peut-être qu'on aura quand même des changements rapidement au Liban et on ne va plus entendre et s'apitoyer sur ce pays comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y aura peut-être une prise en main, peut-être un peu plus rapide. Que pensez-vous de ce qui se passe? Est-ce que ça a changé quelque chose actuellement pour... je ne compte pas trop sur ceux qui gouvernent actuellement, mais les changements qui vont arriver. Peut-être qu'il y aura d'autres joueurs qui ont plus de punch et qui vont peut-être aller dans le sens où l'histoire va nous mener, parce que je crois que rester ballotté comme on l'a été tout ce temps-là, je pense que grâce à des gens comme vous, il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Merci bien. Vous avez une réponse? Oui, tout à fait. Oui, s'agissant du Liban, je n'ai fait qu'un constat, c'est-à-dire qu'au Liban, comme d'autres pays, comme en Syrie, comme en Libye, comme en Turquie aussi d'ailleurs, il y a un certain nombre de milices qui ont été constituées. Comme vous savez, le Hezbollah, c'est à la fois un parti politique et effectivement une force combattante, une force militaire importante. Donc je n'ai fait qu'un constat. Simplement, effectivement, actuellement le Liban est paralysé politiquement. Et comme vous savez, le Liban ne peut fonctionner que si les trois présidents sont d'accord entre eux, ce qui n'est pas le cas. Mais ceci étant, je pense que du côté français, on en est conscient, mais je n'ai pas du tout abordé la politique française, je n'ai fait qu'un constat. Merci beaucoup. Monsieur Moukhaled. Merci beaucoup, premièrement. Selon les résultats de ce qui se passe maintenant en Ukraine, on peut calculer ce qui se passe en ce angle au Liban. Moi, je suis très optimiste et je crois qu'il y a un moment de changement dans le régime international. Je crois ça. Et pour ce qui concerne le Liban, je crois qu'on a maintenant une grande chance de pratiquer tout ce que nous avons travaillé il y a des années. Et je crois qu'après les élections, on peut faire quelque chose. Bonjour messieurs les ambassadeurs, bonjour monsieur le président, bonjour mesdames, bonjour messieurs.
Je m'appelle Claude Janvier, je suis écrivain essayiste et à ce titre j'ai été invité par l'association des écrivains arabes syriens à faire un voyage avec 6 autres personnes en Syrie. Et c'était donc au mois de décembre 2021. Donc avec mes compagnons de voyage, nous avons donc fait un périple en Syrie, donc Damas, Alep, Latakia, Soueda et Dera. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans un pays en guerre. Ça m'a fortement impressionné, choqué, parce que voir des cités, des villes entières détruites à plus de 75%, comme les villes d'Alep et de Dera, ça fait un choc. Alors bien sûr, on est habitué avec la télévision à voir des immeubles détruits, mais quand on les voit en réel, honnêtement, ouais, comme je viens de vous le dire, ça fait vraiment un choc. Je ne vais pas rentrer dans... J'ai pas une question précise, en fait si j'en ai une en fait, je ne vais pas rentrer dans tout le contexte politique et géopolitique parce que il y a beaucoup de gens qui défient beaucoup mieux que moi, mais le message que je veux faire passer, je ne sais pas comment on pourrait faire pour aider, c'est que j'ai été marqué par l'envergure de l'embargo américain qui est donc décrété en Syrie depuis très exactement 8 ans. Ça fait 8 ans que le peuple syrien souffre d'un embargo inhumain, que je qualifierais même de répugnant, privant la Syrie de toute reconstruction. Puis il faut savoir qu'une entreprise étrangère qui voudrait investir sur le sol syrien ne pourrait pas, parce qu'elle serait mise automatiquement à l'amende par les États-Unis. La Syrie n'a pas d'importation de médicaments, de matières premières, de produits de première nécessité. Il y a une inflation terrible. J'ai été témoin de files de gens avec des tickets de rationnement pour acheter du pain parce que le gouvernement syrien était obligé de donner des tickets de rationnement, évidemment pour éviter le marché noir et toute la spéculation, qui est une inflation terrible. Donc voilà, ma question c'est comment on peut faire pour aider, pour pousser le message de dire stop à cet embargo. Parce que si un pays de la coalition internationale avec les USA disait aujourd'hui, bien, on pourrait peut-être arrêter cet embargo inique qui prive le peuple syrien d'une vie normale, je pense que ça pourrait faire un effet domino. Donc voilà, c'est un message que je voulais vous livrer, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci bien. Oui, vous abordez effectivement le problème des sanctions, qui est un problème plus général. Et la réflexion que vous êtes en train de faire pourrait s'appliquer effectivement au cas de l'Ukraine aussi. Le problème des sanctions, c'est que la finalité, et finalement c'est une invention américaine, les sanctions, liée peut-être à un certain puritanisme. L'objectif, c'est effectivement de penser que les populations, parce qu'il y a des sanctions, vont faire pression sur les gouvernements pour qu'ils changent leur comportement. C'est pas comme ça que ça se passe. On a essayé ce que Gabriel a appelé des sanctions intelligentes, en essayant de trouver des sanctions qui ne pèsent pas sur la population. Mais en fait, elles pèsent toujours sur la population. On le voit actuellement, je suis sur la Syrie, c'est clair. Et personne n'ose contourner les sanctions américaines à cause des clauses territoriales qu'utilisent évidemment les Américains. Et même que les sanctions qui ont été prises contre la Russie, contre les oligarques, on vise les oligarques en pensant qu'ils vont faire pression sur Poutine, en fait c'est la population qui est touchée. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener sur les sanctions. Le sentiment c'est que elles ne sont souvent pas efficaces, le plus souvent elles ne sont pas efficaces, et elles ont des effets pervers, à la fois sur les populations sanctionnées et sur les populations sanctionnaires, puisque comme vous le savez, par exemple, les intérêts français en Russie sont tout à fait considérables et qu'ils sont affectés par la situation actuelle. S'agissant de la Syrie, je crois que la position qui n'est pas seulement la position du gouvernement américain, mais également de l'Union européenne, c'est que tant qu'il n'y aura pas de solution politique, l'Europe ne participera pas à la reconstruction de la Syrie, et elle se contente effectivement, pour l'instant, de faire que de l'aide humanitaire.
Les sanctions sont illégales. Merci beaucoup. Les sanctions sont illégales la plupart du temps. Ah, tout à fait, dans le lieu du droit Ça, international. c'était une réponse diplomatique qui, en principe, pour opposer aux sanctions, il faut être indépendant. Et ça, je ne sais pas, c'est le cas de l'Europe ou non? Bien dit. Mais juste une petite question, monsieur le collègue, ce qui m'intéressait, ce que vous disiez sur MBS par rapport aux contrats avec les Chinois. Parce que vous avez évoqué le fait qu'il avait accepté de libérer l'organe, c'est ça? Une partie des contrats pétroliers. Alors la question qui m'intéresse particulièrement, c'est est-ce que vous avez montant, quelle est la proportion en fait? Parce que traditionnellement les pétrodollars sont transformés en T-bonds américains. Lex Joubert avait évoqué justement au moment où il y avait la stigmatisation du royaume, leur avait rappelé aux Américains qu'il y avait 750 milliards de dollars aux États-Unis. Donc c'est pour ça, donc cette dédollarisation effectivement qui est dans l'air depuis un certain temps. Je voulais savoir quelle était l'ampleur des chiffres éventuels concernant la Chine. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un chiffre précis sur le Chinois. Mais ordinairement, les Chinois font entre 10% jusqu'à 30% de commerce. Mais comme un État comme l'Arabie Saoudite, c'est très symbolique, ce n'est pas une chose efficace directement. Merci. La dernière question, c'est Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Michel Rambo. Bon, c'est pas spécialement une question, c'est peut-être une remarque que je voudrais faire, mais tout à fait en deux phrases. C'est que les sanctions internationales, qui ne sont faites d'ailleurs dans la pratique que par les États-Unis et les pays occidentaux, l'Europe notamment, sont profondément illégales du point de vue du droit international. Alors je sais qu'on se balance du droit international comme de l'an 40 depuis fort longtemps, mais ça reste illégal. Et que le seul organisme dans le monde qui est habilité à prendre des sanctions contre un pays quel qu'il soit, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors on n'en est plus lâche, c'est bien, mais enfin c'est un des problèmes. Et le deuxième problème qui est lié au premier, c'est qu'il est malheureux que certains pays, certains grands pays même, limitent leur politique étrangère au fait d'éditer des sanctions, parce qu'ils le font et qu'ils ont imposé de façon outrecuidante leurs normes et leur législation à la création entière, sans aucune justification et sans que personne ne leur demande de justification d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo. Merci beaucoup. Oui, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et d'ailleurs, j'ai écrit dans le Ramsès un article en ce sens. Effectivement, les sanctions sont illégales. Le problème, c'est que quand il y a, par exemple, le cas d'Ukraine, l'invasion d'Ukraine par la Russie, qu'est-ce que peut faire, que fait-on? Manifestement du côté européen, et comme du côté américain, on ne veut pas faire la guerre. Alors si on ne fait pas la guerre, qu'est-ce qu'on peut faire? Aider un petit peu, mais sans être comme belligérant, envoyer quelques armes, etc. Et qui doit être plutôt défensif qu'offensif, bien que la distinction entre les deux, effectivement, peut poser problème. Et donc on se rabat sur les sanctions. Qui sont effectivement illégales aux yeux du droit international, tout en plus illégales s'agissant des sanctions américaines, qui ont une portée extraterritoriale, et que par les gouvernements français, mais les entreprises françaises comme toutes les entreprises européennes, effectivement, n'osent pas affronter les Américains et l'extraterritorialité compte tenu des représailles qu'ils pourraient avoir sur le marché américain ou pour emprunter en dollars. Merci. La dernière question est courte, s'il vous plaît. Très court. Dès le 13 juillet 1991, Claude Chesson, ancien ministre des Affaires étrangères français et alors député européen, a écrit que les sanctions seraient vues un jour comme un crime contre l'humanité. Il a écrit en 1991 déjà au sujet de l'Irak. Il faut le savoir. Hein. Merci. Et juste aussi que la semaine dernière, la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a appelé à évaluer la mise en œuvre et l'impact des sanctions imposées au pays, soulignant une détérioration des conditions de vie de la population. Donc déjà, aux Nations Unies, on commence à critiquer, mais effectivement, il faut que les puissances occidentales se bougent. Merci bien.